comment transmettre une collection d'objets d'art ou d'objets rares. C'est un défi de taille sur le plan de la transmission, comme sur le plan de la valorisation, pour au moins 2 raisons. Premièrement, parce que ce sont des actifs qui ne produisent pas de flux financiers qui vont permettre de faciliter la valorisation ou de payer la fiscalité de la transmission. Et puis deuxièmement, parce que les collections sont composées d'œuvres qui sont uniques, pour lesquelles il n'y a pas forcément de marché, et pour lesquelles parfois on ne peut même pas vraiment les vendre avec le système en France du passeport pour les œuvres qui sont les plus importantes. Et donc pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir de rencontrer Séverine Delataille. Elle est notaire associée de l'étude des notaires du Trocadéro. Séverine, bonjour. Bonjour Lucien. Alors, notre sujet du jour est très vaste. Alors, on va essayer de se concentrer sur certains cas. Premièrement, on va forcément parler de la question de la valorisation parce que je pense que c'est vraiment au cœur du sujet. Et puis ensuite, pour faire saliver nos auditeurs, j'ai envie qu'on parle d'abord du collectionneur qui veut transmettre certaines œuvres à ses enfants, mais pas nécessairement toute sa collection. Du collectionneur qui souhaite transmettre toute sa collection à ses enfants, et là on voit tout de suite le problème de avec quoi on va payer les droits si on vend rien. Et puis la dernière solution, ce serait de dire j'ai une collection qui est tellement importante et tellement belle que je veux qu'elle reste d'un seul morceau, mais mes enfants s'y intéressent pas, c'est pas eux que j'ai envie de la transmettre. Donc voilà un peu tous les enjeux qu'on va traiter ensemble. Pour commencer, en 2 mots, comment est-ce qu'on fait, et c'est peut-être la question la plus difficile, pour valoriser ces œuvres qui n'ont pas de marché? En l'absence de transactions à titre onéreux, c'est très compliqué de l'évaluer. Alors, à qui se fier? On peut se fier à un expert. L'expert, il se fie à la cote. La cote, elle se fonde sur les dernières ventes publiques. Mais c'est compliqué et c'est une question aussi qui touche également les artistes vivants. Donc, qui se posent les mêmes questions. D'autant plus quand dans une collection, alors la collection, faut savoir que c'est un assemblage sélectif d'œuvres avec des caractéristiques spécifiques et qui forment une unité, souvent dans un seul et même lieu. Et c'est très difficile de valoriser une collection quand, par exemple, on a au sein de cette collection un bien culturel. Alors, vous en avez parlé, vous avez parlé du passeport tout à l'heure. Il faut savoir qu'un bien culturel, c'est un bien qui a finalement eu un intérêt qui peut être artistique, historique, archéologique, et qui a cet intérêt finalement par son ancienneté et sa valeur. Donc j'imagine que si dans ma collection j'ai la Joconde par exemple, ce qui est impossible, mais donc là pour le coup ce serait un bien culturel. Exactement. Pour vous donner un exemple, en matière de, alors on a toute une liste de biens désignés comme culturels. En matière de peinture, il faut que la peinture ait plus de 50 ans et une valeur de plus de 300 000 €. Ah, donc il y a finalement quand même pas mal de peintures qui peuvent être concernées. Voilà. Et ce sont des critères qui sont à partir du moment où on est plus de 50 ans, plus de 300 000 €, on est un bien culturel. On est un bien culturel si on est une peinture. C'est pas pareil pour les aquarelles, pour les dessins. On a toute une liste, une nomenclature pour définir un bien culturel. Et alors, le bien culturel, sa caractéristique, c'est d'être de ne pas pouvoir sortir du territoire s'il n'a pas l'autorisation d'exportation. On appelle ça le certificat d'exportation ou le passeport culturel, comme vous avez cité tout à l'heure. Et ça peut poser un véritable problème dans la valorisation d'une collection, puisque si on n'a pas l'autorisation d'exportation, eh bien, on ne peut pas le vendre aux enchères. Ou en tout cas, pas une personne qui habite hors de France. Donc ça réduit totalement le marché, quoi. Puisque une maison de vente, pour vendre un bien culturel, demande
le certificat d'exportation, puisque la maison ne peut pas dire alors ceux qui ont la nationalité hongkongaise ne pourront pas venir, voilà, seuls les nationaux sont acceptés, ça c'est pas possible. Et d'ailleurs, pour une grande vente, la maison de vente a besoin de faire tout un buzz mondial, souvent, et ne peut pas se permettre de vendre un bien culturel sans son certificat d'exportation. Donc ça annihile tout espoir de le vendre en réalité. Donc ça pose un énorme problème. Il faut quand même savoir que pourquoi une autorisation d'exportation n'est pas délivrée, eh bien c'est parce que la France, dans ce cas-là, décide finalement de classer le bien en trésor national. Donc, ce qui se passe, si on veut juste bien connaître la procédure, on a un bien dit culturel, il rentre dans la nomenclature, on se dit c'est super, on va évaluer la collection parce que on la destine, on pense qu'on va pouvoir la transmettre. On regarde de près la collection et là on se dit attention, il y a un bien culturel. Et là, on se pose une question. La question, c'est celle de savoir ce qui va se passer si l'autorisation n'est pas donnée. Il faut savoir que si oui, parce que finalement, on est un petit peu dans ce cadre d'évaluation à pile ou face, quoi. C'est que si elle est donnée et qu'il y a un autre monnaie qui a été vendu 20 millions d'euros l'année dernière, on peut se dire que notre tableau à nous vaut 20 ou peut-être même plus parce qu'il est encore mieux. Exactement. Et par contre, si elle est pas donnée, ça vaut rien, quoi. Enfin, rien. Ça vaut pratiquement rien puisque la procédure de classement en trésor national, c'est une procédure qui met déjà un certain temps. C'est-à-dire que en gros, on demande l'autorisation d'exportation. La direction au ministère de la Culture qui s'occupe de cela a 4 mois pour nous le donner. Au bout de 4 mois, elle nous dit « je suis désolée, je la donne pas ». S'ouvre la procédure de classement. La procédure de classement, elle dure 30 mois. Et c'est là que on peut avoir une proposition de la commission qui s'appelle la commission consultative des trésors nationaux, qui a d'ailleurs comme secrétariat le service des musées de France, et qui nous propose, qui peut nous faire une offre, en fait, dans ce délai de 30 mois, d'une acquisition, mais qui peut. Et pour faire l'offre, il faut lever des fonds. Pour faire l'offre, il faut que l'État nous propose, et donc ait une idée de la valeur, et les fonds. Et c'est là que ça pose un problème. Et pour vous illustrer ce problème, j'ai en ce moment, depuis plusieurs années, un dossier qui concerne des frères et sœurs qui ont récupéré une très grande collection d'art. Et dans cette collection, alors, qui leur appartient malheureusement en indivision, parce que pour la petite histoire, ils ont reçu cette collection par donation partage indivise. Voilà. Et donc, ils ont reçu cette collection qui est très importante et qui comprend un tableau qui a son pendant au Louvre et qui est un bien culturel. Comme beaucoup de tableaux dans la collection, mais celui-là est un bien culturel très important. Et le vrai problème et la vraie discussion qui est née à l'occasion du partage de cette collection, c'est déjà le partage en lui-même de cette collection, puisqu'on casse une collection. C'est le financement, mais ça on va en parler tout à l'heure, et c'est aussi ce bien culturel qui a son pendant au Louvre, qui pose un vrai problème, puisque... Parce que l'égalité en valeur entre les différents héritiers, j'imagine, n'est pas facile à atteindre. Exactement. Et si donc la discussion d'un certain nombre de frères et sœurs, ils sont nombreux, c'était de dire mais on aura bien entendu le certificat
d'exportation, l'autorisation d'exportation, le passeport culturel. D'autres, un autre nous dit, mais moi j'ai consulté des membres de la réunion des conservateurs qui m'ont dit, mais jamais de la vie, bien entendu, vous n'aurez pas l'autorisation et on lancera la procédure de classement en trésor national. Et donc, finalement, celui qui nous dit ça, il dit, il est hors de question qu'on tire au sort, laissons de côté celui-là. Les autres qui nous disent, c'est pas vrai du tout, bien entendu, on pourra le vendre, donc laissons-le dans un lot, tout seul. Certains disent... avec du coup, en plus, j'imagine potentiellement une soulte due par celui qui va recevoir ce lot-là. Et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ouais. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils sont nombreux. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on discute de cela avec leurs Et on avocats. peut demander ce passeport à l'avance, j'imagine, puisque qu'on doit le demander avant une vente. Mais j'imagine qu'il périme. Alors, on peut le demander à l'avance. Normalement, il ne se périme pas, mais là, il y a un risque, parce que si on le demande, le risque, c'est qu'il soit refusé. Finalement, s'il est refusé, certains ne veulent pas qu'on le demande, puisque disent, finalement, c'est une collection, elle doit être maintenue dans la famille. Donc, finalement, celui qui va l'avoir... une forme de devoir de conservation. A une forme de devoir de conservation, peut le prêter pour des expositions, mais finalement ne doit pas en tirer profit. Ce qui n'est pas juste pour les autres qui pourraient tirer profit des peintures qu'ils recevraient dans leur lot. On dit finalement que le classement, une fois que le classement est fait, c'est définitif. Donc le classement, c'est finalement l'acquisition par l'État français d'une œuvre d'une grande valeur. On parle pour le classement d'une je crois que le terme c'est l'importance majeure. Voilà. Et après c'est terminé, c'est fini. Donc effectivement, on peut avoir le certificat d'exportation et là c'est génial, mais on peut aussi déclencher un gros problème et finalement se faire entrer dans une procédure qui peut être très compliquée et qui peut aboutir finalement à une acquisition à moindre coût de cette œuvre, voire à un problème qui peut ne pas aboutir. Alors, il faut savoir que si jamais l'offre ne va pas à son terme, finalement, l'autorisation peut être redonnée, mais on aura perdu des années. Mais donc ça dure 3 ans, quoi, 30 mois. Ça dure 3 ans avec des recours possibles, donc ça peut durer beaucoup plus de temps. Donc c'est le concrètement problème. pour sur ce sujet-là, on a dit qu'il y avait des critères déjà pour être un bien culturel. Donc je comprends que quand on est un bien culturel, on doit passer par cette procédure-là, et qu'il y avait des critères différents suivant la nature de l'œuvre. Est-ce que où est-ce qu'on trouve ces critères-là si on a un collectionneur inquiet qui nous écoute et qui se dit mince, j'ai effectivement une œuvre qui est fortement valorisée, est-ce que je serais pas dedans? Alors, on peut être dedans, il faut regarder, c'est assez bien fait la nomenclature. Les critères, c'est une critère d'ancienneté et de valorisation. Et ils sont sur le site du ministère de la Culture? Exactement, ou d'accord. Exactement. La nomenclature est sur le site, donc c'est assez facile de le voir. L'autorisation, le passeport, il est demandé quand on veut vendre, finalement. Mais pour savoir si on a une œuvre qui vaut vraiment, qui a une véritable valeur, il faut savoir finalement si conformément à la loi de l'offre et la demande, cette œuvre pourrait se vendre. Quel est le prix de cette œuvre? Et le prix, c'est l'offre et la demande. Et l'offre et la demande ne peut être finalement appréciée que si on est certain de pouvoir la vendre. Voilà pour le problème, en tout cas, de la valorisation d'une collection. La valorisation d'une collection peut tenir à un élément de cette collection qui peut faire que
collection est difficilement valorisable ou a plusieurs éléments. Et dans ce cas, j'imagine que c'est l'accord entre entre les indivisaires en l'occurrence, mais entre les héritiers qui va permettre d'avancer, ou est-ce qu'on a des moyens de trancher à part la vente qui forcément entre guillemets met tout le monde d'accord, ou quand on a fait la procédure, au bout d'un moment on a notre réponse. Alors là, c'est l'accord. Ça ne peut être que l'accord, mais c'est très difficile de l'obtenir. Très très difficile. Dans ce dossier. Mais je pense dans les autres dossiers avec des biens culturels, c'est un véritable problème. Si vous aimez le podcast et vous voulez vous assurer de ne louper aucun nouvel épisode, abonnez-vous directement par email pour recevoir chaque nouvel épisode dans votre boîte de réception. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le-family-office.fr et de renseigner votre adresse mail. Parlons maintenant on a ce sujet de valorisation qu'on voit qui est un peu l'épée de Damoclès, du collectionneur qui veut transmettre, parce que non seulement problème de partage, et puis en plus problème de droit de mutation. C'est un des sujets quand même qu'on va évoquer. Justement, si un collectionneur a envie de transmettre uniquement certaines œuvres, je sais pas, il a une très belle collection, mais chaque enfant a son tableau préféré qui est différent, donc ça tombe bien. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas cette fois-ci ça tombe bien. Comment on peut faire pour payer les droits, comment est-ce qu'on peut justement permettre à ce collectionneur de réaliser sa transmission? Alors, on peut vendre d'autres œuvres pour avoir un petit peu d'argent et payer les droits. Ça, c'est la première solution, la meilleure. On peut aussi obtenir un prêt. Il y a certaines banques qui sont spécialisées dans les prêts, justement, qui servent à financer des droits de transmission d'œuvres. Donc, particulièrement une banque privée qui fait de ce service, finalement, une de ses caractéristiques. Voilà. Donc, on peut éventuellement avoir un prêt. Sinon, et on arrive à prendre en collatéral les œuvres elles-mêmes, ou alors il faut, je sais pas si vous avez en tête ces détails financiers là. Alors il y a différents moyens. On a aussi, alors si jamais le prêt par les sociétés spécialisées, en fait les banques spécialisées, il y en a pas beaucoup, souvent est attaché à une garantie. La garantie, c'est le nantissement de l'œuvre elle-même, du coup. De l'œuvre elle-même, d'une des œuvres. Donc, en gros, c'est comme si on en vendait une pour avoir de l'argent. Là, on la vend pas, mais on la donne quand même en garantie. Et c'est un nantissement d'œuvres d'art qui se pratique et qui permettra à la banque de réaliser sa garantie si jamais elle n'est pas remboursée. En règle générale, le prêt est remboursé et l'œuvre est restituée à la fin du prêt. Mais il y a des garanties. Donc, il y a ce nantissement possible. Et il y a aussi le leasing. C'est-à-dire que on peut également, pour financer la transmission d'une partie de sa collection, vendre en leasing une de ses œuvres et avec un contrat un peu spécifique. J'ai vu ça 2 ou 3 fois, avec un contrat un peu spécifique qui comprend une faculté de rachat à la fin. Et donc c'est une donc ça, c'est du gré à gré avec un autre collectionneur qui... Non, c'est avec des sociétés qui sont spécialisées dans le leaseback et qui proposent ce genre de service. Donc, en gros, les sociétés après louent les œuvres et gagnent de l'argent sur la location d'œuvres. C'est assez spécifique. On fait ça un peu en Belgique. Et je l'ai vu aussi en Suisse. En Suisse, ils sont, faut savoir que ils ont un gros sujet avec les œuvres puisqu'on a le port franc de Genève, qui est la caverne d'Ali Baba. Et voilà, ils sont assez habitués à ce genre de choses. Donc, c'est peu fréquent en France, mais on trouve des solutions. Donc, de leasing, de prêt avec garantie ou de vente de certains biens.
Je pense à une affaire que j'ai eue dans une succession avec un sujet d'œuvre. Il y avait dans cette succession des œuvres importantes que je peux citer puisque c'est des artistes connus. On avait des Zaouki et des peintures également de Soulages. On avait 3 enfants, 5 Zaouki et 3 Soulages. Et donc, on a véritablement eu le problème de valorisation et de droit au moment de la succession, puisque il faut savoir qu'en matière de succession, pour la valorisation d'une œuvre, on a la règle de l'article 764 du Code général des impôts qui nous dit c'est la vente si elle a lieu dans les 2 ans du décès, ou c'est l'inventaire notarié, ou c'est le forfait de 5% qui ne doit pas être inférieur finalement à 5% de l'actif, ou on a la valeur de la déclaration auprès des compagnies d'assurance pour tout ce qui est objets d'art, bijoux, pierreries et collections. Et donc ça, c'est la valorisation des œuvres dans une succession. Et la question qu'on peut se poser quand on a ça, et quand on est client, c'est de se dire, et si je disais rien? Finalement, si je gardais mes Zaouki, mes Soulages, et on dit rien, et on se les partage, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante, c'est qu'on pourra jamais les revendre. Donc on prend l'hypothèse donc d'un forfait à 5% finalement. Alors, on prend l'hypothèse, si on prend le forfait à 5%, il faut savoir qu'on prend un risque parce que dans l'article 764, le forfait, il ne peut pas être utilisé quand on a un contrat d'assurance qui date de moins de 10 ans et que les œuvres sont assurées auprès de la compagnie d'assurance. Alors quand on a des Et justement, ce contrat de moins de 10 ans, c'est une question de... Parce il y a différentes modalités dans ces contrats, et parfois ils se renouvellent, ou alors parfois ils courent pendant longtemps. Est-ce que c'est 10 ans d'assurance effective, ou 10 ans à partir de la mise en place, par exemple, du contrat? 10 ans d'assurance effective. D'accord. En tout cas, voilà, quand on est un collectionneur, on assure forcément ses œuvres. Voilà. Surtout que quand on a des œuvres qui dépassent le 1 million d'euros en cote, on ne prend pas le risque d'avoir un incendie ou une inondation dans son appartement. Et donc, forcément, c'est assuré. Je connais aucun collectionneur qui n'assure pas ses œuvres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on a, en fait, une succession, on est tenté d'utiliser le forfait à 5%. Eh bien, en réalité, on ne peut pas. Car l'article 764, dans son deuxièmement, prévoit que, sauf vente, où là, on peut prendre le prix. La valeur de la vente. Voilà. Dans les 2 ans qui suivent le décès, on ne peut pas utiliser le forfait, on doit utiliser la valeur déclarée à l'assurance. Et quand on est un collectionneur, on fait très attention à la valorisation, on fait venir un commissaire-priseur quand on évalue ses œuvres et qu'on les assure, et forcément, on les évalue à leur valeur réelle, puisque parce que notre intérêt dans un contrat d'assurance, c'est finalement que l'œuvre soit la plus chère possible, entre guillemets, Exactement. dans la limite de la cotisation, alors que dans les droits de succession, on pourrait se dire, bon, notre intérêt, c'est que notre œuvre ne vaille rien. Voilà. Donc, si à l'occasion d'une succession, on se dit, c'est pas grave, j'ai un appartement qui vaut 1 million, je vais mettre 5% de 1 million, alors que j'ai en réalité des œuvres qui déjà qui peuvent être qualifiées de collection, mais ça on y reviendra, et en plus qui ont une valeur qui est 5 fois plus importante que l'immobilier qu'on a ou les autres actifs. Donc là, le sujet c'est, je suis tentée de dire 5%, mais je ne peux pas en réalité. Je ne peux pas parce que je dois prendre la valeur qui est déclarée. Et le législateur a pensé à tout. Les assureurs ont l'obligation, à partir du moment où ils sont notifiés du décès du souscripteur, de prévenir l'administration fiscale. C'est l'article, je crois, 884. Je
Je fais ça de tête, mais l'assureur doit notifier à l'administration fiscale l'existence d'un contrat. Donc on peut pas évaluer à 5%, on doit évaluer normalement. Et si on ne dit rien, le problème c'est que on peut quand on est détenteur d'œuvres, déjà ça se sait puisqu'il y a des catalogues raisonnés qui sont faits pour les artistes importants. Donc on sait à peu près où sont les œuvres, qui les détient, à peu près. Donc c'est assez, en tout cas on peut le savoir. Et puis la deuxième chose, c'est que on pourra jamais le vendre parce que si vous allez dans une maison de vente pour vendre une œuvre d'une valeur importante, donc vous allez dans une grande maison, on va vous demander d'où une traçabilité. Voilà, d'où elle vient et son origine. Et vous n'allez pas pouvoir être autorisé à la vendre si vous n'avez pas son origine. Sauf si vous dites c'est un cadeau, mais le problème c'est que c'est un cadeau de ma grand-mère et vous payez les 6% de taxes forfaitaires qui sont la contrepartie de la non-traçabilité de l'origine, mais il y a un véritable risque, et le risque, c'est quand même c'est une fraude fiscale, et c'est des droits de mutation plus la pénalité pour mauvaise foi, voire pour fraude fiscale, donc ça peut être catastrophique. Donc aujourd'hui, quand on a une succession avec des œuvres très importantes, on n'a pas le choix, il faut les faire évaluer et il faut payer les droits. Et alors, comment on fait pour payer les droits quand on a des œuvres qui dépassent plusieurs millions d'euros et qu'on n'a pas les liquidités? Eh bien, il faut en vendre quelques-unes. Donc, dans notre cas qui nous intéresse, on a vendu, sur les 5, on en a vendu 2 et on a réussi à avoir une avance de la maison de vente sur les droits. Mais pour avoir cette avance, on a donné en contrepartie, on a nanti. Donc on en a vendu 2. On voulait en garder 3, un pour chacun. Eh bien, on a nanti au profit de la maison de vente nos 3 tableaux. Et le nantissement va très loin puisque c'est non seulement un nantissement, mais c'est aussi un mandat de vente sur les œuvres nanties qu'on donne d'avance. Voilà, donc il y a beaucoup de moyens de s'arranger pour avoir de l'argent. Mais quand on a une collection, on a besoin effectivement de ces liquidités. Donc on va voir la banque privée dont je tairai le nom, mais c'est assez facile de l'identifier puisqu'il y en a qu'une en France qui fait ce genre qui consent ce genre de prêt. On va voir, on donne en nantissement à d'autres œuvres quand il s'agit d'une succession, donc à une maison de vente, et on obtient une avance, ou on vend. Voilà. Si, comme moi, pendant cet épisode, vous avez appris ou vous êtes rafraîchi la mémoire sur un mécanisme important de la gestion de patrimoine, laissez-nous une note 5 étoiles sur iTunes. Cela permettra au podcast d'être découvert par les personnes qui en ont besoin. Quand on commence à parler de trésor national, on pourrait se dire bon, ça fait un peu monument historique, quoi. Quelque part, si j'ai un beau château, je peux, avec des conditions d'ouverture au public, etc., avoir des faveurs fiscales. Est-ce que dans le cadre des œuvres, on peut, de collection d'art, on peut bénéficier de facilité aussi de paiement auprès de l'administration ou pas du tout? Oui, alors on peut effectuer une dation en paiement, c'est-à-dire payer en nature les droits au moyen d'œuvres. Alors, ça, c'est très compliqué parce que c'est très rare, c'est très difficile. J'imagine qu'il faut que ce soit des œuvres que les musées veulent absolument, parce que exactement. Sinon... Alors, c'est possible. Il faut que ce soit des œuvres d'une importance majeure, historiquement et artistiquement, mais c'est tout à fait possible. Comment ça se passe? On a il faut déjà qu'on ait une expertise précise de toutes les œuvres, et puis on offre à l'administration fiscale de la payer. L'administration fiscale prévient une commission. On a un délai d'instruction qui peut prendre 1 an, pendant lequel les droits
L'exigibilité des droits est suspendue, bien entendu. C'est déjà pas mal, j'allais poser la question. Et on attend l'agrément. Et l'agrément, c'est quand même une procédure particulière parce que alors, il faut savoir que la commission, elle est composée de 5 personnes, avec, je crois, un représentant du ministère des Finances, un représentant du ministère de la Culture et différents représentants des différents ministères. Donc, c'est véritablement avec l'État qu'on deal. Et cette commission, elle consulte, je crois, les conservateurs qui sont réunis en association, voilà, et elle prend un avis auprès finalement de sachants, et dans la plupart des cas, elle suit cet avis. À partir du moment où elle agrée le paiement en nature, elle va proposer un prix, c'est-à-dire qu'elle peut très bien dire l'expertise ne me va pas, moi je considère que l'œuvre que vous nous proposez vaut tant. Voilà. Donc il y a quand même une discussion, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de faire ça. Et il y a pas mal d'années, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir ce cas avec une grande collection, et on a lancé le processus d'une dation en paiement. Et finalement, on a changé notre fusil d'épaule en cours de process, et on s'est arrangé pour arrêter le processus, et on a organisé une très très grande vente. Voilà, pour pouvoir payer. Mais on a lancé ce processus qui est assez compliqué et qui nécessite véritablement de consulter avant, de savoir ce qui va se passer. C'est comme pour le bien culturel. Le passeport culturel, faut savoir que quand on est une maison de vente, je travaille beaucoup avec les maisons de vente, et quand la maison de vente a un bien culturel, elle se renseigne avant pour savoir si elle va avoir le passeport ou pas. Voilà. En matière de dation en paiement, c'est pareil. Avant de lancer le processus, qui est normalement, on peut pas reculer quand on l'a lancé, puisqu'on a véritablement fait une offre à l'État, sauf à switcher, et c'est ce qu'on a fait, la dation contre un paiement en liquidité. Et c'est ce qu'on a fait. Normalement, on a lancé l'offre, on ne peut pas reculer, puisqu'on a offert un bien, voilà, à l'État en paiement des droits. Donc, le process, c'est, on s'adresse à l'administration fiscale, qui s'adresse, elle, à la commission, qui s'adresse, elle, aux sachants, et qui revient vers nous en nous disant, OK, ça me va, ou non. Voilà. L'agrément, dans 50, peut-être 60% des cas, n'est pas donné. J'imagine qu'il faut donc des œuvres 70. d'importance pour y parvenir. Mais on voit quand même, et c'est rassurant, qu'il y a différentes façons de pouvoir financer ces droits, que ce soit par des prêts, alors qu'il faudra bien sûr rembourser, et là la question se posera de savoir comment, ou alors avec cette dation en paiement qui semble aussi être un recours intéressant, surtout pour les plus grandes collections, où on imagine que la valeur des œuvres est tellement importante qu'il n'y a pas grand-chose en face qui peut rivaliser dans le patrimoine pour payer les droits. Il reste pour moi un sujet d'importance sur les collections et les collectionneurs qui souhaitent voir perdurer leur collection. On peut penser à quelqu'un qui serait fan d'un artiste qui aurait réuni un nombre de pièces colossal, et puis qui souhaiterait voir peut-être exposé au Louvre, ou si on peut imaginer ce genre de cas. Mais à ce moment-là, j'imagine que la réserve héréditaire est un obstacle, parce qu'on peut pas déshériter ses enfants, même au profit de l'État. Exactement. Alors, tout à fait. On a la possibilité pour des collections de pérenniser, de maintenir la collection, parce que le vrai problème quand on a une collection dans une succession ou qui provient d'une succession, c'est l'après.
C'est-à-dire que on se dit voilà, le jour où je disparais, c'est mes héritiers qui vont hériter. Déjà, elle va être dispatchée, et si j'en fais hériter un, il n'aura pas assez d'argent pour indemniser les autres, ça ne l'intéressera pas, etc. Donc on a la possibilité, heureusement, depuis 2009, de mettre en place un fonds de dotation qui est finalement qui est comparable au mandat de protection future par rapport à la tutelle. Donc le fonds de dotation, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus simple qu'une fondation. Et on a la possibilité, finalement, de placer toute sa collection dans un fonds qui est une structure avec une personnalité morale qui a quand même en chapeau l'intérêt général. L'intérêt général. Un but philanthropique, finalement. Un but philanthropique, tout à fait. Et qui va essayer de pérenniser cette collection, la faire connaître, la faire vivre, et finalement, avec les revenus de la dotation, faire vivre l'œuvre. Donc ça, c'est une véritable solution qu'on a mis en place dans notre équipe déjà 3 fois, donc qu'on connaît bien, que je connais bien également pour être moi-même, faire partie d'un conseil d'administration d'un fonds de dotation. Donc je connais bien le mécanisme. Le problème avec le fonds de dotation, c'est déjà de le faire vivre. L'idée du fonds de dotation, enfin l'objectif du fonds de dotation, c'est de lever des fonds, c'est de faire du mécénat en réalité. C'est un outil de mécénat. Mais le problème, c'est que l'apport dans un fonds de dotation porte atteinte forcément à la réserve. Et donc, la solution qu'on a d'ailleurs envisagée il y a peu de temps avec des clients, c'est la rare à l'occasion de l'apport à ce fonds d'œuvres, c'est la mise en place d'une renonciation anticipée à l'action en réduction qui permet finalement qui permet au fonds de dotation de ne pas avoir à indemniser les enfants de leur dépossession. Pour régler le problème, parce que la rare c'est quand même assez violent, il faut absolument, si on met en place un fonds de dotation pour faire vivre une collection, c'est d'impliquer les enfants. C'est-à-dire, finalement, de faire un fonds de dotation pour pérenniser l'œuvre, la collection de la famille, avec la famille. Donc, dans ce cas, finalement, les enfants sont les fondateurs également du fonds de dotation, avec les parents. Participeront, j'imagine, aussi au conseil d'administration. Alors, en tant que fondateur, on a l'habitude finalement de les mettre membres de droit, irrévocables du conseil d'administration. Et l'idée, c'est de lier finalement le droit moral qu'ils auront et que leurs enfants auront sur l'œuvre au statut de membre irrévocable du conseil d'administration de ce fonds. Voilà, c'est la solution pour essayer de régler le problème de la réserve héréditaire, qui est un véritable problème lorsque on veut pérenniser une collection à l'intérieur d'un fonds de dotation. Et puis j'imagine qu'ils peuvent d'ailleurs eux-mêmes voir un intérêt assez important à cela, parce que on a parlé de payer les droits pendant tout l'épisode, et à vrai dire, recevoir des œuvres d'art, c'est aussi recevoir beaucoup moins des liquidités, si tant est qu'il y en ait dans la succession. Et donc on pourrait imaginer des héritiers qui se diraient, je reçois certes une petite partie de l'héritage, mais au moins j'en ai la vraie disposition, et je vais pas devoir m'endetter moi-même pour pouvoir financer ces droits que mes enfants devront à leur tour aussi financer, et donc pouvoir faire vivre cette collection dans l'intérêt général peut-être même leur plaire davantage, à la fois d'un point de vue intellectuel et presque de mission familiale, mais aussi financièrement, qu'ils puissent s'y retrouver en fait et être assez heureux de la solution. Exactement. Et finalement, c'est vraiment l'état d'esprit.
qu'il faut mettre en place quand on met en place un fonds de dotation, parce que, enfin, c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir, et souvent finalement que les ayants droit d'un artiste ou d'un collectionneur ont, parce que souvent on se rend compte quand on s'occupe de collectionneurs que ils ont ou plutôt d'ayants droit d'un artiste, qu'ils ont une sorte de détachement par rapport à la collection qui finalement ne leur appartient pas véritablement. Quand on a des ayants droit qui font vivre l'œuvre d'un artiste, on se rend compte finalement qu'ils sont prêts à se déposséder d'une collection qu'ils n'ont jamais véritablement possédée. Et souvent, c'est un état d'esprit familial. Puis qui se voit peut-être pas vendre en plus. Donc exactement. De toute façon, Et l'état d'esprit familial, c'est de garder cette collection et finalement, peu importe d'en être directement propriétaire, ils en sont indirectement propriétaires à travers le fonds de dotation. Et c'est pour ça que ça marche si bien, les fonds de dotation. Oui, puis j'imagine, en plus, ils peuvent lever des fonds pour que d'autres personnes participent avec eux à faire vivre la mémoire de cet artiste. Donc, exactement. Donc ça a vraiment des intérêts multiples. Le plus difficile, en réalité, avec un fonds de dotation, c'est quand l'artiste est vivant. Parce que là, il y a une véritable dépossession de son œuvre qu'il crée. Et là, c'est beaucoup plus difficile pour lui de faire le pas et de faire ce fonds de dotation. Et souvent, les artistes, voilà, ils ont plus de mal à apporter eux-mêmes leur propre œuvre dans un fonds de dotation, mais leurs propres enfants déjà ont le recul et la vision d'avenir de l'œuvre de leur père ou de leur mère. Donc le fonds de dotation, c'est véritablement le règlement du problème du coût de la transmission d'une collection. Ça demande une véritable organisation et ça demande également de faire signer dans beaucoup de cas une renonciation anticipée à l'action en réduction, mais ça permet effectivement de pérenniser les œuvres, de les laisser dans cette structure. On peut prévoir que la dotation est consomptible ou en partie consomptible, c'est-à-dire qu'elle peut être vendue en partie ou totalement. Oui, pour continuer à faire vivre, voilà. Entretenir, entreposer aussi ces exactement, œuvres. Ou que la dotation du fonds de dotation n'est pas consomptible, c'est-à-dire que les œuvres restent dans le fonds de dotation. Dans ce cas-là, le fonds de dotation bénéficie d'avantages fiscaux non négligeables, mais on peut également prévoir que cette dotation est consomptible en partie, donc prévoir que le fonds pourra vendre en partie les œuvres, en partie. L'idée, c'est de respecter quand même l'intérêt général et garder un esprit philanthropique. Bon, et puis pour ceux qui veulent donc plus de détails sur le fonds de dotation, on a fait déjà un épisode sur le sujet, donc ils pourront aller le voir. Il est pas spécialisé donc sur les collections d'art, mais en tout cas, il permet d'avoir une approche un peu plus globale que là, on n'a pas le temps de tout évoquer. Pour conclure notre échange, quels sont les points qu'il faudrait absolument avoir en tête avant même on se dit tiens, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec un collectionneur ou avec un artiste qui a cette volonté de transmission. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête avant de le rencontrer pour pouvoir lui donner le bon conseil? Alors, il faut avoir en tête la valorisation de son œuvre déjà. Ça, c'est important. La difficulté qu'il aura de la transmettre, les solutions qu'il a de la transmettre. On peut également la transmettre de son vivant en démembrement de propriété, un petit peu pour essayer de limiter le coût. Et puis avoir toutes les solutions qu'on a vues ensemble pour réfléchir avec lui sur le devenir de sa collection. Car finalement, le vrai sujet de tous les collectionneurs ou des enfants d'artistes, c'est le maintien de cette collection, la pérennisation de cette collection. Voilà, donc en tête, toutes les solutions pour la transmettre de son vivant, préparer la transmission en cas de décès, préparer avant la transmission
l'apport à un fonds de dotation ou commencer à réfléchir à la vente de quelques pièces ou se réfléchir avec lui sur la vente future après son décès et des dispositions dans cet état d'esprit de la disposition et la vente auprès de certaines par l'intermédiaire de certaines maisons de vente des œuvres. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse email.